Jeudi à 20h55 sur RTL Télévisions, Chris Christopherson et Isabelle Huppert dans un film de Michael Cimino, La Porte du Paradis. En réalité, qu'est-ce qui se passe ici? Il circule des bruits très moches. Il y a 125 noms qui sont portés sur une liste noire. Mon Dieu. Tant que vous n'avez pas un mandat d'arrêt dûment signé pour chaque nom porté sur votre liste noire, évitez mon comté. Deux amis d'enfance, James et Billy, se quittent pour des destins différents qui vont pourtant les réunir 20 ans plus tard. James est devenu shérif et Billy, un des gros éleveurs de bétail de la région. Ceux-ci veulent s'approprier tous les territoires des immigrants qui vivent déjà dans la misère. Billy et James vont s'affronter dans une lutte sans merci. La Porte du Paradis, un film de Michael Cimino, jeudi 20h55 sur RTL Télévisions. Mon chéri, je savais que tu te réveillerais un matin sans avoir rien à te mettre. Ne t'énerve pas. Avec Persil, tu es en bonne main. Lis bien le mode d'emploi. Mets la bonne dose de Persil. Appuie sur le bouton marche, le rouge. Attention à bien fermer le hublot. Je t'aime dans ta chemise à rayures bleues et blanches. Ta femme est rentrée? Non, mais elle pense à moi. Pour le blanc d'aujourd'hui, laissez faire Persil. Pour savoir si un fromage est délicieux, savoureux ou tout simplement sublime, il suffit de compter les trous. Pour le Masdam, c'est très simple, il n'y en a qu'un. La Hollande, l'autre pays du fromage. Pas que les trous s'empêchent de grossir. C'est la guerre, le tartre et moi, c'est la guerre. Derrière les gens, là, au fond. Ah, puis là. Ça énerve, ça énerve. Et oui, le tartre, c'est une menace réelle. Pour riposter, il y a une arme efficace, Signal Plus anti-tartre. Ces rayures bleues sont les premières à contenir un agent actif qui ralentit la formation du tartre sur les dents. C'est prouvé. Voilà pourquoi vous êtes si nombreux à nous dire que Signal Plus anti-tartre, ça marche. Ah ouais, c'est très bien. Sourire, c'est important, non? Ça me va. Bravo, Signal. Signal Plus anti-tartre, pas de répit pour le tartre. Moi, des pizzas lourdes comme ça, j'en veux pas. Heureusement, il y a Findus. Elle vole, elle s'envole, les pizzas pâte fine, Findus. Avec une pâte plus fine, on sent mieux le goût, Findus. Goûtez, croquez, craquez, mordez, c'est bon et c'est si fin. Vraiment, elle nous fascine, les pizzas pâte fine. Heureusement, il y a Findus. Tu viens? On va leur faire une surprise. Le soleil vient de se lever. On est heureux de retrouver l'ami Ricoré. L'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Il vient toujours au bon moment, avec ses pains et ses croissants. L'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Immédiatement, je vous propose de retrouver Agnès Dupérin pour jeter un tout dernier coup d'œil sur les dernières informations de ce mercredi soir. Tout de suite RTL Soir, donc Agnès Dupérin. Le PS en meeting à Besançon. Dans l'esprit de tous, c'est François Mitterrand, le candidat. Jean-Pierre Chevènement affirme ce soir que l'avenir ne se fera pas avec la droite et ses hommes du déclin. Demain, seconde et dernière journée du sommet de l'OTAN consacrée à l'avenir de la dissuasion nucléaire. Négociations rompues entre la direction des HBL et les syndicats. Demain, appel à la grève. Bonsoir. Après le RPR et l'UDF, c'est le Parti socialiste qui est entré dans la ronde des meetings. Ce soir, à Besançon, dans sa zone, Jean-Pierre Chevènement a ouvert ce meeting devant 2500 personnes, parmi lesquelles beaucoup d'élus régionaux. L'ancien ministre de l'Éducation nationale a parlé du bilan de la gauche au pouvoir et notamment du bilan social. Il a mis la droite en garde contre toute remise en cause de ses acquis sociaux. Mais enfin, la retraite à 60 ans, cela restera comme une grande conquête ouvrière. Quelques années de loisirs donnés à ceux qui
les méritait bien. Et il faut le dire à M. Séguin et aux siens qui voudraient revenir en arrière. Comme il faut le dire à M. Barre pour l'abolition de la peine de mort, ou à M. Chirac pour l'abolition du droit du sol. Quoi de plus démagogique que d'imaginer un référendum sur le code de la nationalité? Pour Jean-Pierre Chevènement, l'avenir ne se fera pas avec les hommes du déclin, c'est-à-dire les anciens premiers ministres de Valéry Giscard d'Estaing. Après Chevènement, c'était au tour de Lionel Jospin de prendre la parole il y a une petite demi-heure, un discours qu'il a axé sur la solidarité nationale. Voilà un meeting sans candidat, mais où on ne pense qu'à un seul homme, François Mitterrand. Un meeting qui fait suite à une journée très chargée pour les deux hommes. Visite à Besançon du plus grand musée de la Résistance de France, entre autres. Et puis, dans l'après-midi, c'est à Belfort que Lionel Jospin et Jean-Pierre Chevènement ont fait campagne. Saïd Essaoui. Lionel Jospin, en très grande forme, visiblement très décontracté depuis qu'il est en partance de la direction du PS, a rendu visite à son ami Jean-Pierre Chevènement, maire de Belfort. Une visite symbole qui a conduit le petit cortège dans un quartier populaire de Belfort, les quartiers des résidences, qui abrite un centre d'aide sociale. Jean-Pierre Chevènement n'était pas peu fier de présenter sa version originale du salaire minimum garanti. Sur le territoire de Belfort, cela s'appelle un contrat ressources d'autonomie qui assure le minimum vital en échange d'un emploi ou d'un stage. C'est la version socialiste du traitement social du chômage. Les thèmes et les propositions existent, mais de candidats déclarés, point. Les socialistes savent ce qu'ils veulent. Et ils savent qu'en réalité, ils ont un bon candidat. Un très bon candidat qui a une capacité de rassemblement, ce qui le différencie des candidats de la droite. Et la France sent bien au fond d'elle-même qu'elle a besoin d'être rassemblée. Donc nous savons, nous, que nous avons un bon candidat. Et par conséquent, nous ne sommes pas du tout en difficulté pour faire campagne. La drôle de campagne des socialistes les aura contraints à pratiquer l'art difficile de la suggestion. Rarement le nom de François Mitterrand n'est prononcé, même s'il est dans tous les esprits. Le mystère recule, mais le suspense perdure. À Bruxelles, le sommet de l'OTAN fait officiellement relâche ce soir. Les chefs d'État et de gouvernement sont réunis pour un grand repas. Et on sait bien que les discussions vont bon train en aparté autour de cette table du château de Val-Duchesse, dans une des résidences du gouvernement belge. Les 16 pays membres de l'OTAN reprendront donc leur discussion demain, dernier jour du sommet. Ce soir, ils affirment dans un communiqué commun que la dissuasion doit être une combinaison des forces nucléaires et classiques. Le point sur la journée d'aujourd'hui avec Jean-Marie Tricot. La première partie de ce sommet de l'Alliance Atlantique est consacrée depuis ce matin aux interventions des chefs de délégation. Jacques Chirac et François Mitterrand sont tous deux présents à Bruxelles, mais la France, c'est la règle, ne s'est exprimée que par une voix, celle du chef de l'État. Le président de la République devait insister sur l'importance de poursuivre l'effort de désarmement nucléaire tout en attachant la plus grande attention aux négociations sur les armes conventionnelles et sur les armes chimiques. Ce matin, le secrétaire général de l'OTAN, Lord Carrington, de même que Ronald Reagan et Helmut Kohl, se sont félicités de l'accord de Washington sur le démantèlement des euromissiles. Soucieux de préserver la cohésion de l'Alliance, le président américain n'a par ailleurs pas insisté sur la question de la modernisation des armes nucléaires à courte portée, un sujet qui divise Allemands et Britanniques. Il n'est pas certain que sur ce même problème, Margaret Thatcher se montre aussi modérée. Quoi qu'il en soit, ce sommet a d'ores et déjà débouché sur un communiqué commun. Les 16 pays de l'Alliance s'entendent sur une attitude unanime sur la question du contrôle des armements conventionnels. Après 3 heures de discussion, les syndicats ont rompu leurs négociations avec la direction des HBL sur le relèvement des bas salaires. Après les assemblées générales de cet après-midi, ce sont des grèves qui sont prévues pour demain et après-demain. Sylvie Crière. La poursuite des négociations sur les bas salaires entamée hier entre les syndicats et la direction des houillères aura finalement achoppé en fin d'après-midi sur les fameuses primes de fonction. Accordées hier pour l'ensemble des personnels des lavoirs, ces primes ont été refusées aujourd'hui pour les ouvriers du carreau et les magasiniers. La direction des HBL explique ce refus par une impossibilité à pouvoir les financer. Les syndicats, quelque peu divisés sur la question, devraient organiser des assemblées générales et prendre la parole sur les sites dès ce soir pour définir leur conduite des prochains jours. Quoi qu'il en soit, les préavis de grève lancés pour demain et vendredi sur les lavoirs et la coquerie sont maintenus. Les acquisitions salariales obtenues hier ne sont pas annulées, mais la direction n'envisage pas dans l'immédiat de poursuivre les négociations dans ce domaine-là. Elle devrait néanmoins revoir les syndicats prochainement pour régler d'autres problèmes, notamment de formation.
Quand passera le TGV Est, la Lorraine sera à 1 heure de Paris. Alors vivement demain. En attendant, un rapport sur le tracé et le financement de ce TGV a été remis aujourd'hui au Conseil général. Qui payera? Où passera-t-il ce TGV? Christophe Gilté nous explique. Et un tracé de plus pour le TGV Est. Comme ce fut le cas il y a encore quelques mois dans le Nord, le dossier semble s'enliser dans une inextricable querelle de clochers où chacun s'envoie des arguments techniques et économiques pour décrocher la merveilleuse machine. Seulement le TGV Est sera le moins rentable de tous. 3 fois moins que le Nord, 4 fois moins que le Sud-Est. On ne peut donc se permettre des détours inutiles. Actuellement, 2 tracés s'opposent. Une ligne presque droite, Paris, région de Chalon-sur-Marne, Nancy, avec décrochage vers Metz, c'est le choix des Nancéens. Ensuite, une ligne légèrement courbée qui desservirait Reims et Strasbourg en passant à égale distance de Metz et de Nancy, c'est l'option de Jean-Louis Masson. L'aspect fondamental que j'apporte aujourd'hui, c'est surtout que la solution que je préconise permet de desservir les villes de Metz et de Nancy à partir de Paris dans un temps strictement identique. Et toute autre solution ne peut que retarder l'avancement du dossier, car vous savez bien que l'État a des investissements très diversifiés à réaliser, et l'État est ravi lorsque localement les gens s'entretuent sur un dossier, puisque ça lui permet de gagner du temps et de ne pas investir. Le rapport Masson propose également, pour faire avancer les choses, que le TGV Est soit financé en partie par des capitaux privés, comme ce fut le cas pour les autoroutes. Une solution qui permettrait peut-être au TGV d'entrer en gare de Strasbourg avant la fin du siècle. Pas de réussite sans une bonne et saine gestion pour une entreprise, d'où la création d'Instituts français de gestion. Il en existe 10 en France, dont un à Nancy, qui inaugurait aujourd'hui ses nouveaux locaux. Sophie Bonnor y était, elle en profite pour nous expliquer ce qu'on apprend dans cet institut. L'Institut français de gestion, c'est l'école des cadres et des dirigeants. 10 entrées en France, inauguration des nouveaux locaux de Nancy aujourd'hui. En 2 ans, à raison de 2 ou 3 jours par mois, les cadres apprennent à mieux gérer l'entreprise et les hommes. Cadre d'encadrement, il n'y a pas assez de moteurs individuels. Et ce dont la France a besoin aujourd'hui, c'est d'initiatives, de responsabilité, et moins d'assujettis qui font ce qu'on leur dit. Le meilleur moyen de mettre une entreprise en difficulté, c'est de faire exactement ce que dit la direction. Exemple sur le terrain, la société Gouvy à Dieuloir. Gouvy fabrique des outils de jardin, c'est le numéro 1 français de la pelle, et des pièces de matériel agricole. C'est une entreprise à problème, 86 dépôts de bilan. La nouvelle société ne reprend que 150 des 300 salariés. Dans la maison depuis 20 ans, André Bonal est PDG depuis janvier dernier. Il vient de terminer un cycle de 2 ans à l'IFG de Nancy. Il se sert tous les jours de ce qu'il a appris. En termes de stratégie, ce qui est important, pour moi, c'est d'apprendre la stratégie quand on est prêt à l'apprendre. C'est-à-dire que quand vous avez une certaine expérience et que c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir mettre en application ce que vous apprenez. Quand vous sortez de l'école et que vous trouvez un poste de cadre, mais un poste relativement peu élevé, la stratégie, vous ne la mettrez pas en application. Et si vous la mettez en application, il vous manquera quand même l'expérience du terrain. Avec des intervenants de haut niveau, l'IFG demande tout de même 40 000 francs pour la formation la plus courante. Décision surprenante de l'armée israélienne aujourd'hui. Les 2 Palestiniens sauvagement battus jeudi dernier par 4 militaires israéliens vont être poursuivis en justice pour avoir jeté des pierres sur les militaires. Vous vous souvenez que la chaîne de télévision américaine CBS avait filmé le traitement atroce infligé à ces Palestiniens. L'armée fait donc marche arrière. Les soldats coupables avaient d'abord été arrêtés puis relâchés. Maintenant, ce sont leurs victimes qui sont poursuivies. Les autres nouvelles du monde avec Hervé Robin. Les 2 otages scandinaves libérés hier soir à Beyrouth sont apparus fatigués mais en bonne santé. Jan Steening a pourtant déclaré qu'ils ont passé leurs 3 premières semaines de détention ligotés à même le sol. Enlevés le 5 février dernier, ils ont affirmé aujourd'hui ne rien savoir sur l'identité de leurs ravisseurs qui portaient des masques. Un autre otage ouest-allemand, enlevé le 27 janvier, pourrait être libéré dans les prochaines heures. Iran-Irak, où l'escalade de la violence dans la guerre des villes. Toute la journée, l'aviation irakienne a bombardé des objectifs civils, dont un hôpital de Téhéran. Bilan très lourd, on compte parmi les victimes de nombreux enfants.